Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour le bilan lecture de septembre, je vais vous parler des bouquins que j'ai lus et est-ce que j'ai pu me tenir à ma pile à lire que j'avais prévu ou pas. On va voir ça tout de suite. J'y vais un peu en mode impro, on continue sur cette vague de vidéos où j'essaie un peu de parler des bouquins que j'ai lus sans trop avoir pris de notes. On va commencer du coup toujours dans l'ordre chronologique des bouquins que j'ai lus avec Confession d'un masque de Yukio Mishima. Yukio Mishima, Confession d'un masque, de quoi ça parle? C'est le premier roman, alors je sais pas si c'est son premier, mais en tout cas c'est celui qui l'a rendu très connu, cet auteur, qui est un des grands auteurs de la littérature japonaise, que j'avais envie de lire et de découvrir. Et en fait c'est un roman a priori semi-autobiographique ou très très inspiré de sa vie, dans lequel il va un peu parler de son homosexualité dans ce Japon des années 30-40. C'est un bouquin du coup très intéressant qui parle de la société japonaise, qui parle du coup de l'homosexualité au Japon, mais aussi de ce personnage qui se retrouve un peu différent des autres, qui sait pas trop comment on parlait de quelqu'un qui est homosexuel dans une société japonaise qui ne, en- ils se rendent même pas compte à quel point il est vraiment homosexuel, à quel point il est différent, ou est-ce que c'est juste qu'il est pas comme les autres, mais il n'a pas forcément les mots en fait pour identifier cela. Et après, il n'est pas juste homosexuel aussi, il a vraiment cette fascination pour le macabre, des pensées très très étranges. Il a, malgré sa divergence en fait, d'une certaine façon, le fait qu'il ne correspond pas à toutes les normes de la société japonaise de l'époque, il est aussi très nationaliste. Ça se passe au début et pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, il est très pro-Japon en fait, il est très pro les traditions, tout ça. Ça parle aussi du coup de la vie des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça montre en fait le fait que oui, il y avait la guerre, c'était horrible et tout, mais pour beaucoup de gens, la vie continuait, hein. Il y a beaucoup de gens, surtout au Japon, quand c'est pas Hiroshima ou Nagasaki, la vie s'est pas arrêtée, les conflits étaient loin, c'était presque des nouvelles juste dont on entendait parler, et la vie continuait, et surtout comment la vie reprend pour les gens comme le personnage principal, qui ont grandi pendant la guerre, en fait, qui quand la guerre a commencé étaient super jeunes, et qui ont grandi et sont presque devenus adultes pendant la guerre. Comment faire une fois que cette guerre est terminée, hein, comment on reprend des vies qu'on n'a jamais finalement commencé. C'est très intéressant, ça se lit assez vite. J'ai plutôt aimé, pas mal aimé, ouais. Yukio Mishima, franchement, foncez si vous êtes intéressé par la littérature un peu japonaise, ou voir un peu ce personnage, j'ai pas envie de dire non plus cette analyse de l'homosexualité au Japon, parce que c'est vraiment pas que ça. Ça va plus loin, parce que j'en avais beaucoup entendu parler par rapport à ça, comment l'auteur un peu parlait de son homosexualité à lui, à cette époque. C'est bien plus dérangeant par moment, hein, ce personnage qui est un peu seul et qui doit découvrir le monde par lui-même, sans aucune aide quelle que ce soit. Confession d'un masque, j'ai hâte de lire les autres bouquins de Mishima, ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, après Mishima, j'ai lu le livre du coup que j'avais prévu pour mon challenge des The Ward, que je regrette déjà tellement il y en a des bouquins à lire. C'est Hyperion, du coup de Dan Simmons, que j'ai pu lire et que j'ai beaucoup aimé. Euh, Hyperion, ça parle de quoi déjà? En fait, on suit sept pèlerins qui vont aller sur la planète Hyperion pour aller dans le temple du Gritch, une sorte de créature légendaire, euh, afin d'obtenir un souhait en fait, une fois arrivé là-bas. Et on va suivre en fait, alors que ces personnages font ce pèlerinage sur cette planète et se dirigent vers le temple, chacun d'entre eux, chacun à leur tour, vont raconter leur histoire et pourquoi ils en viennent ici. Alors Hyperion, ça fait pas partie de mes... ça n'a pas changé ma vie comme beaucoup de gens semblent l'avoir dit, ça m'a pas marqué de fou, mais c'est vrai que c'était quand même très très cool, très touchant par moments. Les histoires des personnages à chaque fois étaient de mieux en mieux. Je me disais putain, elle est vachement cool cette histoire, je vois pas comment on pourrait écrire mieux, et puis celle d'après était meilleure, et celle d'après était encore mieux et encore plus touchante. Chacune des histoires sont super différentes les unes des autres. On sent bien. Il y a quelqu'un qui parlait de à quel point il y a tous les genres possibles dans Hyperion, et franchement, je vois en quoi il y a cela. Maintenant, c'est pas non plus entièrement sans défaut.
Les premières histoires sont peut-être un peu longues ou dures à lire, la dernière aussi est un peu moins ouf. Et le fil rouge en fait de Hyperion, je l'ai trouvé un peu aux F tiers, hein. Peut-être que ça se développe et que c'est plus intéressant dans les prochains bouquins, parce que ça reste une tétralogie à la base, mais ce livre-là en tant que tel, j'aurais limite préféré que ce soit une suite de nouvelles qui sont pas liées les unes aux autres, et ça aurait limite été mieux, quoi. Donc voilà, Hyperion de Dan Simmons, ça reste quand même très, très cool en termes d'écriture. Est-ce que je vais lire la suite? Je sais pas, parce que Dan Simmons est devenu fou entre-temps, apparemment. Il s'est embrouillé avec beaucoup de gens. Son traducteur français veut plus le traduire. Il a lâché des trucs racistes de fou par rapport à des pays dont on va pas mentionner le nom, parce que voilà, vous savez de quoi je parle. Il a balancé des trucs super racistes. Enfin, il est devenu complètement zinzin, complètement MAGA, Trump et tout, apparemment. Donc, est-ce que je lirai la suite ou pas? Je sais pas, je verrai. Peut-être au moins pour la culture, parce que ce qui me surprend, c'est justement qu'il soit devenu aussi fou à cette époque, alors que dans ce bouquin, j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse en fait. Déjà à l'époque, il parlait de certains conflits qui étaient déjà des problèmes à cette époque, et maintenant, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment l'impression qu'il a fait un 180 sur sa mentalité, Don Simmons, donc c'est un peu triste, mais à voir. Peut-être c'est moi qui ai mal compris le roman, ou qu'il est interprété différemment, je ne sais pas. S'il y en a qui le savent dans les commentaires, dites-moi si effectivement c'est moi qui ai mal interprété le roman sur son côté euh, défendre les minorités. À un moment, il parle justement du conflit en Palestine et du fait que les Palestiniens ont dû trouver une autre planète parce qu'ils sont un peu persécutés par. Ils étaient déjà persécutés à l'époque, hein, dans les années 80, on savait déjà que c'était là. Est-ce que c'est moi qui ai interprété ça en mode c'était une critique de de la persécution des Palestiniens, ou est-ce qu'au contraire je l'ai mal compris et c'est lui qui les traitait comme des animaux? Je sais pas, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, c'était quand même vachement cool, Hyperion, et je comprends pourquoi c'est un des gros classiques, même si pour moi, je commence à lire les gros 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 classiques de la SF, et il n'y en a pas tant que ça qui m'ont vraiment marqué, hein. 1984, j'ai pas aimé. Dune, je l'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai trouvé ok tiers. Et le Messie de Dune, j'ai vraiment pas aimé. Hyperion, j'ai bien aimé, mais bon, je sais pas s'il sera dans mon top 10 l'année prochaine. Donc à voir comment ça évolue. Ensuite, après Hyperion, sur un coup de tête, j'ai décidé de lire, enfin d'écouter en audiobook surtout, The Stainless Steel Rat de Harry Harrison. En français, ça a été traduit, je crois, en Ratinox pour la première traduction, et ça a été retraduit ensuite et réédité en Le rat en acier inox. Et j'ai aussi enchaîné directement avec le tome 2, The Stainless Steel Rat Revenge. Revenge, donc en français, c'est Le rat en acier inox se venge. De quoi ça parle? On suit en fait ce personnage, euh, Jim, je crois il s'appelle, ou James, j'ai oublié, mais le rat, de Stainless Steel Rat, qui est un des plus grands criminels voleurs de la galaxie. Criminel, pas un meurtrier, hein, pas, il fait dans le vol parce qu'il adore ça. Et c'est vraiment, je trouve, c'était des histoires très très fun, hein, très très pulpy à l'ancienne, avec où on suit en fait ces personnages typés contrebandiers, typés Han Solo et compagnie, qui brise les lois, qui est cool à suivre, qui est un rebelle et qui est super fort, et qui va un peu sauver le monde, qui se retrouve en fait il se fait arrêter au tout début du livre, il se fait enfin arrêter par The Special Corps, et il se fait en fait, plutôt que se faire exécuter ou se faire mettre en prison, il se fait recruter, car après tout, quoi de mieux qu'un des meilleurs voleurs du monde pour pouvoir attraper les autres voleurs. Et du coup, on va le suivre dans le premier tome alors qu'il doit enquêter sur une création bizarre de vaisseaux super puissants, et dans le tome 2, des invasions planétaires un peu louches. C'est très très cool, j'ai beaucoup aimé, très très fun. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est vraiment fun, hein. On suit, si vous aimez, si vous voulez un space opéra très pulpy, très action, un peu du coup ces vibes de Han Solo et compagnie, foncez lire Ratinox. Il me fait beaucoup rire le titre en français, mais foncez lire ça, c'est très très cool, et ça se lit très vite, hein. En audiobook, ça faisait que 5 ou 6 heures, je crois, à peu près, donc je crois que les bouquins font 200 pages et quelques, donc c'est très 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 fun. Après, j'ai lu le tome 2 des Seigneur des Runes, Brotherhood of the Wolf, par David Farland. Bon, Runelords, c'est toujours aussi cool.
on continue dans la suite du premier tome avec ce conflit contre Rajaten, se défendre Mysteria et les Royaumes du Nord. Le plot se développe un peu plus, on a des nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont développés, qui sont super cool, notamment la petite fille, j'ai oublié son nom, c'est Arevon, quelque chose comme ça, Averon, c'est un nom dans ce style, qui était très cool avec Roland et Baron Paul. J'ai beaucoup aimé ces nouveaux personnages qui ont été introduits, et puis les autres qui continuent à se développer. Borenson, ça devient vraiment un de mes personnages préférés, je sens que lui, ça va être tragique, son évolution de personnage. Je sens que ça va pas être très réjouissant d'ici la fin. Mais bon, bah, tout ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, notamment dans le bilan lecture d'août, tout ça, c'est toujours pareil en mieux, hein. Les personnages toujours aussi cool, le système de magie et le world building qui est encore plus développé. Il y a des teasers à la fin de celui-là, j'ai hâte de lire la suite, parce que vraiment il y a des trucs qui se font tease là-dedans. C'est pas bien de faire ce genre de choses. Mais du coup voilà, hein, le Seigneur des Runes, toujours aussi cool. Et enfin, le dernier livre que j'ai terminé euh, en, euh, en septembre, c'est Les langages de Pao de Jack Vance. De quoi ça parle? On suit en fait Pao, une planète sur laquelle en fait le peuple est particulièrement passif et ne fait pas grand-chose. Entre autres parce que dans son langage, les termes comme meilleur, pire, mieux, tout ça n'existent pas, ces mots n'existent pas. Et du coup, on se trouve à une planète qui se laisse envahir en fait par les envahisseurs, qui ne réagit pas. Et à l'opposé de ça, on a les sorciers scientifiques de la planète de Breakness qui eux sont surdéveloppés, mais pour qui les mots coopération, confiance, tout ça n'existe pas. Et c'est en fait un petit bouquin très très court qui explore l'importance des mots euh, et de comment les langages peuvent façonner une façon de penser, une civilisation entière, et à quel point la langue est importante. Et bah, c'était très très cool. Je crois que c'est un des premiers bouquins vraiment à avoir exploré en SF cette idée de l'importance du langage. Euh, c'est très très cool, ça se lit très vite, c'est toujours aussi bien écrit avec Jack Vance. On n'est pas dans ces romans pulpy à l'ancienne, même si on a quand même quelques lourdeurs niveau machisme un petit peu, mais c'est clairement pas au niveau de ce qu'il y avait dans le cycle de Lushai, donc c'est très clairement ok, aucun problème. Ça se lit super vite, ça fait vraiment 200 pages, c'est super court et très très intéressant, donc foncez, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça, parce que bon, bah, du coup, le plot, il n'y a pas grand chose à dire. Il y aura peut-être beaucoup de thèmes à analyser sur ça. Euh, Peut-être si un jour je lis des livres comme Babel 17 ou quoi qui parlent du langage, hein, peut-être une vidéo sur bah, justement sur comment le langage est important dans la science-fiction, comment il est représenté et quel pouvoir peut-il avoir, les pouvoirs du langage. Très très cool, en tout cas les langages de Pao. Donc c'est tout ce que j'ai lu, en tout cas terminé en septembre. J'ai commencé aussi le tome 3 de La Roue du Temps de Dragon Reborn, que je n'ai pas encore fini, je l'écoute en audiobook quand je vais au boulot et quand je rentre. Autant dire que c'est un peu long, étant donné que l'audiobook fait genre 24-25 heures, et que j'ai environ 1 heure et demie de trajet dans les transports par jour. Je pense le finir pendant le mois d'octobre. Je sais pas, il y a certains livres que j'ai pas fini, que j'ai pas lu, que j'avais prévu de lire, notamment le Cid, je sais pas, j'ai pas eu envie de le lire. Il y a moyen que ma palle pour les prochains mois change pas mal, parce que j'ai fait quelques commandes de livres qui me hype beaucoup et que j'ai vraiment envie de lire tout de suite. Sinon, j'ai aussi commencé un bouquin que j'ai eu au Festival Hypermonde, que j'ai acheté, qui est Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy, et aller chez son libraire, publié chez ActuSF, qui est un manifeste un peu pour la fantasy, qui est très très cool, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Euh, et, euh, et j'ai aussi commencé du coup mon prochain roman de fiction, en tout cas à lire, Les Chroniques Martiennes de Bradbury. Je vous en parlerai sûrement dans mon prochain bilan lecture, hein, je les aurai finis d'ici là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.